Je vais justement rebondir sur ce que vous venez de dire sur le fait que cette distinction travailleurs salariés et autres travailleurs n'est plus tellement pertinente. Et malgré tout, on est un petit peu coincé par les textes de l'article 153, donc qui se réfèrent très précisément à la notion de travailleur, le travailleur étant défini par l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union et qui correspond en gros aux salariés dans notre droit national. Et alors, je vais simplement vous donner deux exemples de deux arrêts récemment où la Cour, en se servant des fondements d'un autre texte, a réussi à étendre certaines protections à des gens qui ne sont pas des travailleurs au sens de l'article 45, mais qui travaillent. Et ces deux arrêts sont des arrêts d'application toujours de la directive 2078 sur les discriminations dans le travail. Et le premier arrêt, c'est un arrêt du 2 juin 2022 qui s'appelle HK Danemark, HK Privat, C787-20, je crois. Dans cette affaire, il s'agissait d'une personne qui se plaignait de n'avoir pas pu être élue comme présidente, c'était une dame, mais ça c'est pas, présidente de son syndicat du fait des statuts du syndicat qui prévoyaient une limite d'âge pour exercer les fonctions. Et donc, la juge de renvoi se demandait si, en tant que présidente élue de personnel politique d'un syndicat, est-ce que cette personne relevait du champ d'application de la directive 2078. Ce qui était intéressant dans cette affaire-là, c'est que le syndicat venait soutenir que ces organes dirigeants ne devaient pas être protégés contre la discrimination dans le travail. Alors, dans un premier temps, la Cour a rappelé que la directive ne renvoie pas aux États membres pour définir la notion des conditions d'accès à l'emploi, aux activités non salariées ou au travail, ce sont les termes qu'emploie cette directive. Elle ne définit pas cette notion et donc il faut leur donner les sens habituels dans le langage courant. Donc la Cour conclut que la notion employée dans la directive couvre les conditions d'accès à toute activité professionnelle, quelle que soit la nature et les caractéristiques de celle-ci. Et elle ajoute qu'il découle également des termes emploi et travail qui sont compris dans leur sens habituel, dans le langage courant, que le législateur de l'Union, dans cette directive, n'a pas entendu limiter le champ d'application de la directive au poste occupé par un travailleur au sens de l'article 45. Et elle rappelle que la directive 2078 n'a pas été adoptée sur le fondement de 153, mais sur le fondement de 13, devenu 19, du traité sur le fonctionnement de l'Union. Donc cet article, je vous le rappelle, confère à l'Union une compétence pour prendre les mesures nécessaires en vue de combattre toute discrimination fondée notamment sur l'âge, et elle concrétise maintenant l'article 21 de la Charte. Donc, ce n'est pas un acte de droit dérivé de protection, comme on a l'habitude, fondé sur l'article 153, qui vise la protection des seuls travailleurs en tant que partie faible dans une relation. Et elle conclut, en l'appliquant à cette personne d'un syndicat, elle en conclut que dans la mesure où le poste de président d'un syndicat constitue une activité professionnelle réelle et effective, notamment lorsqu'il s'agit d'une activité à temps plein, rémunérée par un traitement mensuel, l'accès à cet emploi entre bien dans le champ d'application de la directive, peu importe que le président soit élu. Et deuxièmement, le syndicat a invoqué sa liberté en tant qu'organisation syndicale d'avoir le droit d'élire qui elle souhaitait et d'élire ses représentants. La Cour reconnaît parfaitement ce droit, mais elle dit que ce doit être concilié avec l'interdiction de discrimination en matière d'emploi et de travail. Je me souviens que lors de l'audience, j'ai interrogé l'avocat du syndicat en lui demandant s'il envisageait, simplement pour la discussion, puisqu'il estimait que cette personne sortait du champ d'application de la directive, s'il envisageait que dans les statuts, on puisse indiquer que le président du syndicat ne peut pas être ni un noir, ni une femme, ni un homosexuel, etc. Et il m'a regardé un peu surpris. Mais non, pas du tout. C'est pas ce qu'on veut dire. Ben, je dis si, parce qu'en soutenant que ça ne rentre pas dans le champ d'application, vous le sortez et vous pouvez invoquer n'importe quel motif de discrimination. Donc, la protection des personnes contre les discriminations, elle concerne tous les travailleurs, mais pas les travailleurs seulement de l'article 45, mais également tous ceux qui ont un travail. Alors,
j'avais indiqué que, dans les conclusions, que le but de cette directive, d'ailleurs c'est dans son objet, c'est l'élimination, pour des raisons d'intérêt social et public, de tous les obstacles qui sont fondés sur des motifs discriminatoires et qui empêchent d'accéder toute personne à ses moyens de subsistance et à sa capacité de contribuer à la société par le travail, quelle que soit la forme juridique en vertu de laquelle ce dernier est fourni. Deuxième arrêt du 13 janvier 2023 qui s'appelle TP. Je précise que ces deux arrêts ont été rendus sous la présidence de Mme Préchal. TP, moniteur audiovisuel de la télévision publique. C'est public. Et c'est l'affaire C356-21. Alors là, ça étend cette jurisprudence HK Danemark à d'autres personnes encore. Et là, on va peut-être, si on l'étend, vers les travailleurs de plateforme éventuellement, avec cette notion d'indépendant. Mais voilà ce que la Cour a dit. Alors dans cette affaire, c'était une personne qui avait l'habitude de conclure de façon courante des petits contrats d'entreprise de courte durée avec une chaîne de télévision publique. Ça se passe en Pologne, si je ne m'abuse. Sur la base de ces contrats, donc, il assurait des périodes de service hebdomadaires au sein de la rédaction et de la régie, et il préparait des montages audiovisuels. Il signe un dernier contrat, un contrat d'entreprise le 20 novembre 2017 pour 1 mois. Et dans ce contrat, il est prévu qu'il avait 2 périodes de service, l'une débutant le 7 décembre et l'autre débutant le 21 décembre. Le 4 décembre, il publie sur sa chaîne YouTube personnelle une vidéo musicale de Noël visant à promouvoir la tolérance envers les couples de personnes du même sexe. Donc la télévision publique annule immédiatement ses prestations de services pour décembre et a refusé après de signer tout contrat avec lui. C'était en Pologne, hein? Oui, c'était bien en Pologne. C'est important de le préciser. Donc, le juge de renvoi, polonais également, se demandait si cette relation entrait dans le champ d'application de la directive qui interdit la discrimination sur l'orientation sexuelle. Et donc, ça visait aussi à ce qu'on était dans le cadre d'un licenciement, puisque l'article 3, paragraphe 1 sous C, vise le licenciement des personnes. Alors, la Cour reprend les motivations de l'arrêt HK Danemark et elle élargit en fait l'accès à l'emploi de la manière suivante, je cite, « Pour que les activités professionnelles entrent dans le champ d'application de la directive 2078, il faut que ces activités soient réelles et exercées dans le cadre d'une relation juridique caractérisée par une certaine stabilité. » Parce que le danger, c'était de faire rentrer tout contrat d'entreprise dans le cadre de la directive. Donc, il faut qu'il y ait quand même une relation suivie avec une certaine stabilité, une continuité. En l'espèce, donc, elle constate que la stabilité résulte de ce que la personne dépend dans l'exercice de cette activité, de la répartition de périodes de service effectuée par la chaîne elle-même, et qu'il avait récemment encore été évalué avec succès, une sorte de notation, dans le cadre d'une réorganisation des structures internes. Donc la Cour conclut que l'activité exercée par le requérant constitue une activité professionnelle réelle et effective, exercée personnellement de manière régulière au bénéfice du même destinataire, lui permettant d'accéder en tout ou en partie à des moyens de subsistance. La question de savoir si les conditions d'accès à une telle activité relèvent de la directive 2078 ne dépend pas de la qualification de cette activité de salarié ou de non-salarié, mais le champ d'application de cette directive devant être entendu au sens large. Donc le refus de conclure un contrat d'entreprise avec un contractant exerçant une activité économique indépendante pour des motifs liés à son orientation sexuelle relève du champ d'application de la disposition et donc de celui de la directive. La Cour précise aussi que cette rupture des relations contractuelles un petit peu définies peut s'être assimilé à un licenciement au sens de cette directive, puisque c'est la cessation unilatérale d'une activité qui est mentionnée à l'article 3, paragraphe 1 sous A. Donc, cette mise en œuvre de la discrimination fait que c'est quand même intéressant, de par le fondement de la directive, de pouvoir étendre une protection que pour l'instant on réservait pratiquement essentiellement aux travailleurs ou aux salariés, à d'autres catégories d'employeurs. C'est pour ça que ça rejoint un petit peu cette extension sur le fondement à d'autres travailleurs et peut-être l'obsolescence, entre guillemets, de l'article 153. Merci.